Le nouveau paradigme du gouvernement n'est plus le chef d'État, ce n'est plus le duce, ce n'est plus le Führer, mais c'est le CEO. Étant donné que nous sommes face à un fascisme sous forme d'entreprise, c'est-à-dire des entreprises qui se donnent les moyens de remodeler les gouvernements, les États de l'intérieur, qui sont investis d'une certaine mission, d'une mission transformatrice de la société, dans le sens du fascisme. Eh bien, il est indispensable d'attaquer ces entreprises de l'intérieur, qu'il est indispensable de remettre entre les mains des travailleurs qui travaillent dans ces entreprises les rênes de leur direction. Il est indispensable de rompre le pouvoir souverain qu'exercent les chefs d'entreprise sur les entreprises. Ça doit devenir les premiers lieux de décision démocratique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Cint, le média qui clarifie le présent technologique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Norman Ajari, philosophe, universitaire et auteur, spécialiste des études décoloniales et de la pensée noire. Bonjour Norman. Bonjour. Tu es présent aujourd'hui parce que tu fais paraître aux éditions Météor un essai sur le technofascisme, essai qui est sous-titré « Le nouveau visage de la suprématie blanche ». Et c'est un essai donc, qui mobilise la théorie politique traditionnelle autant que les cultural studies pour essayer de saisir ce phénomène qui, tu l'écris toi-même, est finalement encore à ce jour assez peu documenté, même si l'actualité quotidienne nous fournit quand même pas mal d'éléments qui permettent d'accréditer cette hypothèse sur la mutation en fait du fascisme et l'existence de ce technofascisme. L'originalité de ta perspective, c'est que tu vas aussi chercher des ressources critiques qui sont issues de la tradition des radicalités noires pour nous outiller collectivement et tracer des chemins de résistance. Donc on va parler de tout ça et je ne résiste pas à débuter cet entretien par un petit commentaire de l'actualité, puisque dans tout le magma récent de cette actualité, il y a un certain nombre d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec la première puissance économique mondiale, donc les États-Unis, qui communiquent avec des slogans suprémacistes, racistes, fascistes, parmi lesquels Donald Trump sur son propre réseau social qui va poster cette mention « Notre hémisphère », ou bien encore le département de la sécurité intérieure des États-Unis qui poste régulièrement des visuels très léchés qui sont avec ces inscriptions, notamment « L'Amérique après 100 millions d'expulsions » ou bien encore « L'Amérique aux Américains ». Et enfin, cette image assez caractéristique également de ce représentant de l'ICE, je crois même que c'était son patron, qui pose avec un grand manteau très très évocateur d'un caporal de la Waffen-SS. Alors ma question est la suivante, de quoi ces images de propagande sont-elles le nom ? Je pense que on voit vraiment à l'œuvre une sorte de théâtralisation du référentiel fasciste, voire même du référentiel nazi, qui avait commencé dès le départ de l'investiture de Donald Trump avec ces fameux saluts nazis d'Elon Musk, qui avait d'ailleurs été l'événement qui m'avait conduit à écrire le livre dont tu as parlé. Et une espèce de continuité sur cette même lancée d'agitation des signes du fascisme. En même temps, il y a une certaine, peut-être certaines précautions à avoir dans le traitement de ce type d'informations qui sont jetées. Par exemple, le fameux commentateur fasciste et raciste Nick Fuentes a dit dans l'une de ses émissions récentes que son problème avec Donald Trump, c'est pas qu'il est Hitler, c'est précisément qu'il n'est pas Hitler. Et qu'il est déçu, il est de plus en plus critique à l'égard de Trump parce qu'il est déçu de cette agitation de symboles du fascisme qui, selon lui, marque dans l'exercice même du pouvoir, une radicalité insuffisante. Et je pense qu'il y a, il y a cette espèce d'effet de balancier qu'il faut prendre en compte entre parfois des coups d'éclat particulièrement spectaculaires et en même temps le maintien d'une espèce de business as usual de la politique états-unienne, même si l'exercice particulier de la violence de ICE est
d'une intensité qu'on n'a jamais vue aux États-Unis. C'est-à-dire que ce type de racisme-là, le racisme xénophobe aux États-Unis, c'est une espèce d'importation européenne. C'est pas quelque chose qui est véritablement dans cette tradition. Comment dire? ICE est beaucoup moins, a été pendant longtemps beaucoup moins crainte, pour avoir les deux expériences, je le sais, que la police française par les immigrés, par les sans-papiers. Les politiques d'expulsion n'étaient pas particulièrement proactives avant l'intervention de Trump. Mais en même temps, l'histoire de politique raciste extrêmement violente, elle est très très longue aux États-Unis. Donc c'est sa modalité xénophobe qui est un petit peu nouvelle. Et je pense que il y a une espèce de paradoxe qui est que on a tendance à présenter assez souvent Trump, parce qu'il s'est présenté lui-même comme celui qui combattait l'État profond, comme quelqu'un qui était venu pour se débarrasser de certaines pesanteurs démocratiques à l'intérieur de l'État états-unien. Mais je crois que de plus en plus, on voit que, à mesure aussi qu'on voit le spectacle de sa dégradation physique et intellectuelle, qu'en réalité, il ne sert plus de surmoi à cet état profond, j'ai l'impression. On discutait, notamment dans le contexte algérien, il y a quelques années, à la fin de vie du président Bouteflika, quand il n'avait quasiment pas de présence publique, du concept de thanatocratie. La thanatocratie, c'est un gouvernement qui n'est dirigé que par un mort, qui est dirigé par un cadavre. Le président est mort, ou il est quasiment mort, mais pour autant, l'État continue de tourner. Eh bien, quand on voit l'état de dégradation, il y a même des experts qui disent qu'ils voient, ou qui essayent de diagnostiquer l'avancée d'une maladie neurodégénérative chez Trump. On a presque une situation non pas de thanatocratie, c'est-à-dire de gouvernement par un mort, mais de gouvernement en état de mort cérébrale, ou en tout cas en état de sénescence extrêmement avancé. Et là, c'est pas Trump qui est en train de combattre l'état profond, mais je pense qu'au contraire, il rend possible le déchaînement de la xénophobie et du racisme qui est fondamental à l'appareil d'État états-unien. Il rend possible son déchaînement le plus violent et le plus brutal. Et peut-être que finalement le rôle de l'exécutif, le rôle des présidents des États-Unis qui l'avaient succédé, c'était pas de maintenir l'état profond, mais au contraire de tenter de le tempérer, ou de tenter de le réorienter, de le civiliser d'une certaine façon. Et avec Trump, cette fonction a presque disparu. Tous les fantasmes peuvent proliférer, et l'exercice de la force peut se déclencher. Quand bien même, parfois, il n'aurait même pas, par exemple dans l'exemple qu'on a vu récemment avec Maduro, quand bien même il n'aurait pas d'applicabilité immédiate, ou de convertibilité immédiate, puisque d'après ce que j'ai entendu, même les entreprises, les multinationales du pétrole sont pas particulièrement intéressées par le pétrole vénézuélien, d'autant plus que l'instabilité politique n'en permet pas l'exploitation dans des conditions sereines pour ces entreprises. Mais juste pour revenir quand même sur cette symbolique, je voudrais qu'on fasse un détour par un texte que tu avais publié sur Lundi Matin, dans le sillage de la réélection de Trump. Donc ça devait être premier trimestre 2025, et dans le sillage de ces fameux saluts nazis effectués par Elon Musk, un texte dans lequel tu écrivais la chose suivante que j'avais trouvée extrêmement juste, donc je vais te lire. « L'enjeu central de cette esthétique est la reconquête d'une pièce maîtresse de la subjectivité de l'entre-deux-guerres, ce que dans Les 7 couleurs, le romancier collaborationniste Robert Brasiak qualifiait de joie fasciste. Les néo-réactionnaires entendent purifier la race blanche de son ressentiment et de sa culpabilité à l'égard des crimes raciaux du passé, tout en faisant à nouveau proliférer librement les signes et les codes de l'ère fasciste. Tous ces révoltants symboles qui, à l'image du salut hitlérien, furent objets de honte hier, doivent devenir objets ludiques aujourd'hui, dans l'espoir qu'ils redeviennent objets de joie demain. » Je trouvais ça super juste comme analyse. Est-ce que tu peux juste faire un commentaire sur ce besoin de réinvestir cette joie fasciste ? Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments amusants, d'éléments fun dans cette
communication trumpiste, dans la communication même de certaines agences, voilà, on parlait de Lice, c'est un bon exemple. La communication sur Instagram est pleine de mèmes, pleine de musique rigolote, pleine d'images, générées par IA un petit peu grotesques ou de parodies de jeux vidéo, bref, parodies de Pokémon, enfin, une foultitude d'éléments d'attraction qui se veulent amusants. Et qui vise effectivement à susciter soit le rire, soit le ricanement des spectateurs pour susciter la sympathie de Ice. Et ça, c'est quelque chose que, dans le livre, j'analyse en utilisant le concept de dérision. Et qui est une espèce de grammaire, à mon avis, extrêmement présente du fascisme sur Internet, cette nouvelle forme de fascisme, ou de fascisation en tout cas, qui se déploie sur les forums, qui se déploie sur des réseaux sociaux comme X par exemple, qui consiste à se trouver dans une position subjective où on se convainc soi-même qu'on ne croit pas ce qu'on dit. Ils croient qu'ils ne croient pas ce qu'ils disent. Lorsqu'ils se déguisent en nazis, ils arrivent à se convaincre qu'ils ne pensent pas vraiment être des nazis, mais que ce sont des symboles qu'ils agitent librement lorsqu'on s'amuse des quantités pharaoniques d'immigrés qu'on expédie dans des avions sur une musique amusante, etc., etc. La dérision rend possible d'agir en fasciste, d'avoir une politique extrêmement autoritaire, d'avoir des attitudes autoritaires, sans subjectivement avoir besoin de se charger du fardeau de la subjectivité fanatique. Ça permet d'habiter les attitudes politiques, les stratégies et la propagande du fascisme, sans devoir agir quotidiennement au jour le jour comme si on était absolument et intimement convaincu dans chaque parcelle de son être. C'est quelque chose d'assez difficile à vivre, quoi. Mais est-ce que pas, plus simplement, cette espèce de fascisme pop, c'est pas aussi juste une adaptation des moyens de la propagande et de ces symboles à l'époque Internet, tout simplement ? J'en suis pas totalement convaincu, car il serait tout à fait possible d'imaginer, il y a dans certains recoins d'Internet, voilà, il suffit d'aller sur Stormfront par exemple, c'est-à-dire des réseaux qui sont actifs depuis des décennies, habités par des néo-nazis de longue date ou par des personnes nouvellement, adeptes de ce milieu, qui grouillent d'amateurs de ce qu'on appelle le terrorgramme ou les véritables réseaux de terroristes fascistes. Certes, il y a un certain nombre de mèmes qui circulent, mais il y a aussi énormément de premier degré. Quand on écoute certains types de musique, lorsqu'on écoute du NSBM, du black metal néo-nazi, on nage en plein premier degré. C'est des musiques de personnes qui, la plupart du temps, se prennent très au sérieux, qui estiment véritablement habiter une espèce de subjectivité viking millénaire, et qui aiment passionnément l'Allemagne nazie, cette expérience politique qu'ils adorent, le fascisme de telle ou telle période, ou même une autre mouvance, la mouvance, du renouveau du catholicisme traditionnaliste en ce moment aux États-Unis et au-delà. C'est des personnes qui sont absolument premier degré. Ils projettent cette image de personnes qui croient vraiment à l'apocalypse, au retour du Christ, etc., du Christ vengeur. Bref, il y a moyen d'avoir cette espèce d'immersion dans ce fascisme d'Internet avec de toute autre image où il n'y aurait pas de place pour Pepe the Frog, il n'y aurait pas de place pour une espèce de surabondance de mèmes. Ça serait ternir d'une certaine façon cette image. Mais là, il s'agit vraiment d'un fascisme dérisoire, c'est-à-dire de celui où cette manière d'habiter le monde en respirant fascisme, en habitant une espèce de mystique fasciste, devient trop lourd à porter. Et il est préférable d'habiter
une subjectivité détachée, une subjectivité qui est contre le politiquement correct, qui se convainc qu'elle manipule ces symboles uniquement pour faire du rage bait, uniquement pour irriter les gauchistes ou les bien-pensants, etc. Mais en pratique, dans la mise en pratique de ces politiques, dans les conversations qu'on mène, tout revient exactement à la même chose. Dans la pratique politique, il serait quasiment impossible de discerner les opinions et les stratégies proposées par ces fascistes dérisoires de véritables néo-nazis, sinon que certains se sont convaincus eux-mêmes qu'ils n'étaient pas vraiment des néo-nazis, mais que c'était les nécessités du moment qui exigeaient d'être un petit peu plus brutal, mais que, au fond, c'est pas vraiment le cas, mais comme les gauchistes font tellement chier, on est obligé d'y aller un petit peu plus fort contre eux, etc., etc. Et donc, ça permet de se convaincre soi-même que son fascisme, c'est-à-dire sa fanatisation, sa fanatisation propre, la fanatisation de son esprit, est en réalité la plus haute expression de la liberté d'expression, de la liberté de penser. Alors, un autre commentaire d'actualité qui a trait à Palantir. Palantir, entreprise à laquelle tu consacres de longues pages, entreprise donc cofondée par Peter Thiel, actuellement dirigée par Alex Karp, le même Alex Karp qui, devant ses actionnaires il y a seulement quelques jours, dit ceci, et là je le cite, il parle de Palantir, il dit « Nous sommes au service de l'Occident et des États-Unis. Palantir est là pour casser les codes, pour disrupter, et quand c'est nécessaire, pour faire peur aux ennemis, et parfois pour les tuer. Est-ce que ça fait de nous des terroristes ?» dit-il avec ironie. Alors, à ton avis, est-ce que c'est du pantomime? Est-ce que c'est du cosplay de gros vilain, un peu ce que tu décrivais dans ton test sur Musk? Ou est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette menace de Alex Karp? Et d'ailleurs, qui sont ses ennemis? Alex Karp, j'ai tendance à le prendre au sérieux. D'autant plus que je pense que les substances qu'il a l'air de prendre doivent l'inciter à la franchise. Il est toujours extrêmement agité lors de ce type de discours. Et d'autant plus aussi qu'il le publie, puisque dans son livre sur la République technologique, ce sont des propos qu'il tient aussi, et c'est des propos qu'il tient depuis très longtemps. Il a d'ailleurs théorisé le produit qu'il vend, c'est-à-dire Palantir, un logiciel qui fait du big data en vue soit de renseignements, en vue de ce qu'il appelle de l'aide à la décision pour les organisations, des organisations qui sont la plupart du temps des armées, ou qui sont des polices, ou qui sont parfois, des entreprises de la DGSI en France. Ou la DGSI en France, voilà, une organisation liée à la sécurité intérieure. Il explique que son logiciel, Palantir, enfin, les différents logiciels qui sont rendus possibles par Palantir, modélisent ce qu'il appelle des kill chains, des chaînes de meurtre. Ce qui est à prendre au sens littéral, c'est-à-dire que lorsqu'on donne une cible à Palantir, lorsqu'on désigne une cible à Palantir, elle va, en somme, expliquer les différentes étapes qu'il faut mettre en œuvre pour abattre la cible. C'est donc littéralement une entreprise dont le but, et là Alex Karp ne ment pas lorsqu'il le dit, dont le but est de rendre possible des mises à mort. Elle fait d'autres choses, mais c'est quelque chose qui est central pour Palantir. C'est le versant sécuritaire de ses activités. Alors, qui sont ses ennemis, comme tu le disais? C'est très clairement les ennemis de l'Occident. Ça, c'est fondamental dans la logique de Thiel aussi bien que de Karp. Peter Thiel, j'imagine qu'on en reparlera, qui est le président de Palantir, entre d'autres choses, et Alex Karp, qui est son CEO, son directeur général. Les ennemis sont les ennemis de l'Occident, car Palantir est une entreprise conçue, c'est sur son site, il le dit dans le livre, c'est une entreprise qui est conçue fondamentalement comme une entreprise de sécurité à l'usage de l'Occident. Qu'est-ce que c'est que l'Occident? Ce sont les États-Unis et ses alliés. C'est comme ça que Karp et Thiel eux-mêmes le décrivent. C'est-à-dire que Palantir n'est pas un logiciel qui vise à pouvoir être, par exemple, adapté aux intérêts chinois.
comme la plupart des entreprises de la tech, rêvent de s'implanter sur le marché chinois. C'est absolument pas le cas de Palantir, et il a été pensé de la sorte. C'est-à-dire que, comme beaucoup des entreprises qui intéressent particulièrement Peter Thiel, et qu'il finance, car c'est un capital risqueur, ce sont des entreprises qui épousent un projet politique et un projet social. Et pour Palantir, c'est un projet qui est une sorte de projet de mise à jour de l'impérialisme occidental. Et donc, il vise à défendre les intérêts ou à faciliter la défense des intérêts occidentaux. Et c'est ainsi que, parmi, disons, les différentes armées du monde qui emploient Palantir, Alex Karp n'hésite pas à rappeler que l'armée israélienne, enfin l'IDF, les forces de défense israéliennes, ce qu'on appelle en France souvent affectueusement Tsahal, adapte et adopte Palantir pour la mise à mort des Palestiniens, avec malheureusement la redoutable efficacité génocidaire qu'on connaît. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai revu, la trilogie du Seigneur des Anneaux cette semaine même, et je me souvenais pas exactement de, je me souvenais de ce que c'était que le Palantir, évidemment, mais je me souvenais pas exactement dans quel contexte il apparaissait dans le film, et c'est assez intéressant parce que il est, en tout cas dans les deux premiers films, il est exclusivement utilisé par Saruman, c'est-à-dire le mage, le méchant, celui qui était censé être le mage blanc, qui était censé être gentil, mais qui s'est qui s'est allié avec Sauron. Et une des caractéristiques de Saruman, ce que dans le deuxième film lui reproche les Ents, ces arbres humanoïdes gigantesques, c'est d'avoir abandonné la forêt pour s'être concentré exclusivement sur la technologie, pour avoir creusé des mines gigantesques, pour produire en masse par une espèce de biotechnologie, rudimentaire des Uruk-hai, c'est-à-dire des espèces d'hybrides entre les orques et les gobelins. Bref, il s'est complètement vendu à la technologie, il a rasé la forêt, ce qui causera sa perte. Mais c'est intéressant de voir que le Palantir, même si c'est un objet beaucoup plus ancien dans la mythologie de Tolkien, est un objet qui apparaît dans le seul recoin du monde du Seigneur des Anneaux qui est son cœur technologique, quoi. C'est-à-dire le lieu où Saruman produit ses orques et ses instruments mécaniques absolument gigantesques. Et donc, oui, comme souvent, il y a cette espèce d'ambiguïté dans le langage d'heroic fantasy ou de science-fiction qui est utilisé par les manias de la tech, à savoir s'ils s'identifient aux forces du bien ou aux forces du mal. En tout cas, ici, c'est assez évident que, le Palantir, même si il voit partout, enfin, il a une espèce d'omniscience qui lui est attachée. Cette omniscience est liée de manière assez sordide dans le récit de Tolkien lui-même à la technologie. Alors effectivement, Palantir, tu l'as dit, compagnie fondée par Peter Thiel. Bon, je pense que les lecteurs, lectrices de Synth connaissent bien qui est Thiel, mais quand même, est-ce que tu veux en dire un mot en tant que mage ou prince du technofascisme tel que tu le qualifies, et peut-être évoquer du coup également en parallèle la notion d'impérialisme réticulaire que tu mobilises également en lien avec ta définition du technofascisme. Oui, Peter Thiel est bien connu car c'est l'un des fondateurs de PayPal, c'est l'un des capital risqueurs les plus influents de la Silicon Valley. Il a influé sur des compagnies comme Facebook, comme Airbnb, comme Spotify aussi. Bref, il a investi dans énormément d'entreprises et d'applications que tout le monde a aujourd'hui sur son téléphone. Mais c'est aussi l'un des premiers argentiers, enfin l'un des premiers financeurs de Trump. Il a financé de manière absolument considérable J.D. Vance, qui est aujourd'hui le Premier ministre. Enfin, en somme, les deux hommes politiques qui sont à la Maison-Blanche en ce moment lui doivent énormément sur le plan politique. Énormément des entreprises de la tech lui doivent énormément sur le plan économique, y compris les entreprises
Elon Musk, notamment SpaceX, qui l'a contribué à lancer. Bref, c'est un individu qui a une influence politique et une influence économique absolument gigantesque. Et dans mon livre, j'ai voulu insister sur un autre aspect, puisque voilà, je suis philosophe de formation. J'ai insisté un petit peu sur l'aspect plus théorique, ou en tout cas l'articulation entre sa théorie et sa pratique, car à force de le lire, j'ai fini par trouver qu'il y avait un certain intérêt à ces écrits dont on a tendance, et c'est logique parce qu'elles sont quand même assez spectaculaires, à retenir certaines punchlines, mais voilà, je me suis attaché à essayer de réfléchir aux constances de sa pensée en lisant depuis son premier livre jusqu'à ses derniers écrits. Les constantes, donc. Les constantes, c'est notamment, et je suis étonné qu'on n'en parle pas davantage, une insistance extrêmement forte sur la supériorité intrinsèque de l'Occident. C'est-à-dire qu'on fait parfois allusion au fait qu'il soit un suprémaciste blanc. On ne trouve pas véritablement dans son texte des lignes où il dit « les Blancs sont supérieurs à tous les autres ». Mais ce qui est certain, c'est que la civilisation occidentale, et on sait très bien ce que ça veut dire, est selon lui incontestablement supérieure aux autres. Comment il l'argumente d'ailleurs ? Oui, il ne l'argumente pas, il le dit, et il dit, ce qui est évidemment faux pour n'importe quel historien, mais il dit que depuis plus de 1000 ans, c'est la seule exception qu'on ait, la civilisation occidentale, est la seule exception à l'idée que les civilisations ne végètent pas dans une sorte de temps circulaire. Au fond, la civilisation occidentale est la seule qui aurait un temps linéaire, la seule qui serait dotée d'un futur, alors que les autres civilisations sont des civilisations qui sont vouées à se répéter, qui ne connaissent, pour ainsi dire, pas l'idée de progrès, ou, dans le cas de la Chine, si elles le connaissent, ce n'est que par mimétisme. La Chine ne doit, selon-il, son succès économique que dans sa capacité à imiter les productions occidentales. Mais elle n'est capable d'inventer rien de spécifique. Au fond, elle n'a rien en propre en ce qui concerne sa capacité à se projeter dans l'avenir, sa capacité à s'inscrire dans le progrès. Donc, je ne considère pas véritablement ça comme des arguments au sens où je ne crois pas que ça suffise à convaincre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Peter Thiel, mais en tout cas, c'est sa vision du monde et même, je dirais, c'est sa philosophie de l'histoire. C'est la manière dont il conçoit les grandes plaques tectoniques de l'histoire, où l'Occident a une place particulière. Et alors, il y a ça comme constante, est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr. Il y a donc cette constante, je dirais, raciale et civilisationnelle. Et il y a également la constance capitaliste, si j'ose dire. Une conception assez particulière du capitalisme. Là, pour le coup, on peut la résumer à une de ses formules les plus fameuses, un des aphorismes qui l'ont rendu célèbre. Competition is for losers. La concurrence, c'est pour les perdants. Une sorte d'apologie sans nuance du capitalisme de monopole. Capitalisme de monopole comme stratégie. Il l'a vu, on en a vu le spectacle à la Silicon Valley. Il a expérimenté lui-même des moments, très concurrentiels de l'histoire du capitalisme numérique au moment où il était dans PayPal. Il le raconte lui-même à quel point c'était difficile. Il y avait plein d'entreprises qui faisaient la même chose. Ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à la cryptographie. Et il a aussi connu des moments d'émergence où il participait à l'émergence de monopoles, quand il a contribué à Airbnb, par exemple, ou à d'autres entreprises qui ont été les premières à s'accaparer un marché. Et selon lui, c'est ça qu'il faut faire. Être le premier sur un marché et après empêcher tous les autres entrants de faire leur place, donc de construire
un monopole. Mais je disais que ça va au-delà de cette simple stratégie économique. C'est aussi quelque chose qui a trait à la subjectivité. Il dit qu'il faut devenir soi-même un monopole, qu'il faut être tellement spécialisé, devenir tellement unique que on n'est plus seulement dans l'entrepreneur de soi-même de Michel Foucault, mais on doit devenir le monopole de soi-même. On doit être un être dont le pouvoir dans le monde, l'existence dans la société s'exprime de façon monopolistique. Et ça, évidemment, ça a des influences sur une certaine vision du pouvoir, sur une certaine vision de la politique, qu'on a souvent comparée à une forme de monarchisme, et donc que je suis obligé de rattacher au technofascisme. Justement, il y a des pages importantes, je pense, du livre qui clarifient un petit peu les mutations de l'économie politique de ce secteur du capitalisme numérique. Et tu critiques notamment l'hypothèse techno-féodale, qu'on a pu lire de façon un peu caricaturale sous la plume de Varoufakis, qui annonce que le capitalisme est terminé, beaucoup plus argumentée sous la plume de Cédric Durand. Mais tu dis que ces deux hypothèses sont fausses, parce qu'en fait, le technofascisme n'est pas tant un signal de la fin du capitalisme, mais plutôt un signal de la déliquescence de sa modalité néolibérale, qui ne cesse de se radicaliser. Et donc, cette dynamique monopolistique qui est incarnée par Thiel, c'est aussi très lié avec cette idée d'une domination sans partage de la forme entreprise, avec pour inspiration les mégacorps de la littérature de science-fiction. Est-ce que tu peux commenter cette mutation de nature capitalistique, enfin cette mutation du capitalisme ? Oui, bien sûr. L'un des arguments fondamentaux de l'hypothèse du techno-féodalisme repose sur l'assimilation d'une économie de rente au féodalisme. On dit, maintenant, et c'est vrai, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit dans notre expérience. Je l'ai encore lu ce matin, Elon Musk a annoncé que désormais, la fonctionnalité des Tesla qui sont censées se conduire elles-mêmes ne serait plus une fonctionnalité qu'on achète en même temps qu'on achète sa voiture, c'est-à-dire qui en est partie prenante, mais devient le fait d'une souscription, devient le fait d'un abonnement, comme un petit peu énormément de choses qui participent des différents services qu'on achète ou qu'on croit acheter sur Internet ou dans les réseaux, etc. Elles se réinscrivent ou elles se reconfigurent selon une économie de rente où on est condamné à ne rien détenir en propre, mais où on est attaché. C'est ça la métaphore qui traverse l'ouvrage de Varoufakis. On est attaché tel des serfs à un seigneur et on est obligé de lui payer des rentes, aussi bien les commerçants qui sont dans cette situation de subordination face à Amazon que des automobilistes qui sont dans cette situation de vassalité face à Tesla ou les usagers de Spotify pour leur musique. Bref, un petit peu tout le monde. Mais ce que je rappelle, bien naïvement, dans mon livre, c'est que tu rappelais la dimension décoloniale de mon parcours intellectuel. C'est quelque chose qui participe pas uniquement à l'histoire du féodalisme, mais qui participe également à la longue histoire de l'économie capitaliste et qui a notamment été analysée par Lénine dans l'impérialisme. Cette économie de rente-là, c'est très précisément une économie impériale, une économie coloniale. Évidemment, elle a de nouvelles modalités ici, mais je crois plus juste de revenir à une analogie avec l'impérialisme qui est beaucoup plus proche de nous et qui, à mon avis, éclaire certains aspects, notamment les aspects géopolitiques qu'on a effleurés en parlant de Palantir et de ses usages par les armées, les diverses et variées armées impériales aujourd'hui. Tout ça, cette espèce d'ensemble d'éléments, me semble plus proche de l'impérialisme que du féodalisme. Et d'autant plus que énormément d'aspects, que ce soit la dimension consumériste, que ce soit également, je dirais, un aspect très fortement marqué par la réification ou par l'aliénation, continue d'exister dans notre paysage et même se renforce. Tout ça me laisse à penser que certes, c'est une mutation du capitalisme à laquelle nous assistons, mais non pas un retour du féodalisme. Davantage
une éclipse ou même peut-être un effondrement du néolibéralisme avec sa glorification de la concurrence libre et non faussée, avec un État renforcé afin de magnifier, d'intensifier cette concurrence, un effondrement de ce modèle-là au profit du modèle monopolistique dont nous parlions il y a 5 minutes. Et alors, pour revenir aussi sur une des incarnations de cette mutation, c'est ce transfert de pouvoir précisément de la forme État à la forme entreprise. Et il y a une phrase que j'ai trouvée très claire, que tu écris au sujet de tout ça et qui aussi abonde dans ta définition du technofascisme. Et donc là, je te lis. Dans sa plus simple expression, le technofascisme se condense en un syllogisme. Toutes les grandes entreprises fonctionnent comme des dictatures. Or, pour devenir efficace, l'État doit fonctionner comme une entreprise. Donc, l'État doit fonctionner comme une dictature. Bon, c'est très clair. Il manque peut-être le déterminant technologique là-dedans. Mais est-ce que tu peux commenter cette opération de privatisation du régalien ? Oui. C'est quelque chose qu'on a entrevu, même si c'était une thérapie de choc qui n'a pas duré très longtemps, qu'on a entrevu avec le Doge de Musk, où un entrepreneur qui n'avait d'ailleurs d'autre titre à gouverner que celui d'être considéré comme l'entrepreneur le plus efficace ou plus justement le plus efficient de la Silicon Valley s'est intégré dans le gouvernement afin d'en optimiser l'efficacité en procédant par des coupes massives, c'est-à-dire des renvois massifs de secteurs dans des secteurs qui étaient jugés inutiles, mal employés, etc. C'est, l'application bête et méchante de cette logique selon laquelle des thérapies de choc managériales peuvent fonctionner et aussi le fait que, c'est la survie du plus apte ici qui doit opérer et qui doit discerner les meilleurs des moins bons, étant entendu que le CEO ici ou je sais pas exactement ce qu'il était dans ce cas-là, mais disons le haut fonctionnaire temporaire qui était Musk était le super prédateur dans cette histoire, mais également le fait que il est légitime de détruire l'État fût-ce de l'intérieur, car il serait judicieux d'y substituer d'autres types d'organisations, et notamment des entreprises. Et que aucune fonction actuellement occupée par l'État ne pourrait pas, avec quelques profits, être transférée à une entreprise privée. Et ce qui, d'ailleurs, est le cas. Aucun des secteurs, que, comme tu l'as dit, qui procède de ce qu'on aime appeler en France le régalien, n'existe pas ici ou là, dans quelques pays, dans quelques contextes, sous une forme privée. Jusqu'aux armées privées, on parle très souvent des private military contractors qui opèrent dans de nombreux zones de conflit à travers le monde, notamment en Afrique. Ce sont des armées privées. Il y a des armées privées, il y a des hôpitaux privés, on appelle ça des cliniques, il y a des écoles privées, il y a des musées privés, il y a des universités privées. Des monnaies privées maintenant, des crypto-monnaies. Tout existe sous forme privée. On pourrait très bien imaginer une privatisation totale et intégrale de l'ensemble des secteurs de l'État. Les États, jusqu'à présent, résistent, ce qui est tout à fait compréhensible et logique, puisque ce sont des luttes de pouvoir. Mais la différence entre les entreprises et les États en ce moment, c'est que les États n'hésitent pas à ouvrir eux-mêmes leurs portes au secteur privé pour se faire dépouiller ou pour se faire ratiboiser de l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas des entreprises. C'est une certaine forme de lutte des classes, si j'ose dire, et on voit très bien en ce moment qui est en train de la gagner. Alors moi, j'aimerais maintenant qu'on parle de ce que tu apportes aussi la grille de lecture que tu mobilises dans le livre qui est vraiment intéressante. Tu parles d'archéofuturisme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette généalogie intellectuelle, elle est française en partie, puisqu'on doit aux théoriciens de la nouvelle droite
une partie des concepts qui sont aujourd'hui centraux dans le technofascisme et qui constituent ce que tu appelles donc l'archéofuturisme. Alors déjà, peux-tu rappeler ce qu'est la nouvelle droite, nous parler un peu de ces grandes figures et développer un peu sur cette idée d'archéofuturisme? Alors, la nouvelle droite, c'est un mouvement intellectuel en France des années 70 et 80 qui avait déjà un petit peu la même ambition que celle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire redonner du cool au fascisme, rendre le fascisme à la mode, le rendre cool. Certes, les individus qui en étaient les promoteurs n'étaient pas encore des amateurs de mèmes, etc. Tout cela n'existait pas, mais on avait tout de même des comiques troupiers, comme ce Faye d'ailleurs finalement, parce que c'était l'un des personnages les plus loufoques de cette troupe, puisqu'il a lui-même été acteur et réalisateur de films porno, il était animateur sur Skyrock, ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Si, il était animateur sur Skyrock sous le doux pseudonyme de Skyman, figure-toi. Il n'a pas été cherché très loin. Il y a plus d'imagination pour les concepts fascistes que pour les pseudonymes de radio. Et voilà, et d'autres entreprises plus ou moins louches. Mais on trouvait aussi parmi, disons, les membres de ce cercle de nouvelle droite des individus comme Alain de Benoît, qui était un petit peu, disons, la némésis de Faye, parce qu'ils avaient des options assez opposées sur un certain nombre de sujets, notamment une espèce de tiers-mondisme de la part d'Alain de Benoît, que méprisait considérablement Faye, car Faye, au même titre que Thiel, considérait que l'Occident est une civilisation supérieure, là où, comment dire, de Benoît avait plus, disons, des accointances, peut-être qui lui viennent de René Guénon, ou je sais pas, mais d'un certain respect pour les civilisations plus originaires, disons. Voilà. C'est aussi le GRES, ce groupe. Voilà, exactement. Tout ça, c'est ce qui gravite autour du GRES, le groupement le groupement de recherche, pardon, pour l'étude des civilisations européennes. Voilà. Et aussi, par exemple, un autre individu, l'ancien président de Radio Courtoisie, comment s'appelle-t-il encore celui-là, Delesquin. Voilà. Voilà, un raciste bien connu, notamment sur Internet pour ses frasques et ses bons mots particulièrement racistes. Voilà le type d'individu, disons, des individus très vieille France, mais qui aimaient bien s'encanailler, disons. Voilà ce type de fasciste, un petit peu bagarreur, qui aime bien débattre, etc. Bon, voilà. On voit le genre d'individu. Et c'est quoi le lien entre eux et Thiel, en fait, et le technofascisme? Le lien entre eux et Thiel, alors, le seul qui a un lien véritablement, je dirais, idéologique avec Thiel, c'est Faye. C'est Faye, tout simplement parce que il partage à peu près la même vision du monde. Certes, son ouvrage a été traduit en anglais, mais il a été d'ailleurs assez distribué dans les milieux d'extrême droite, mais je peux pas mettre ma main à couper que Thiel l'a lu. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'ouvrage en question s'intitule L'archéofuturisme. D'accord. Il s'intitule précisément L'archéofuturisme et il date de la fin des années 90. Ce qui est assez étonnant, c'est pour ça que j'y insiste, parce que pour moi, c'est un ouvrage qui est annonciateur de beaucoup de choses, puisque il développe une vision du monde, une conception du monde, selon laquelle ce qui caractérise l'Occident, c'est ça qui fait la différence avec Alain de Benoît, ce qui caractérise l'Occident selon Faye, c'est que c'est l'endroit du monde qui se projette vers l'avenir. C'est pas un lieu qui est intéressant parce que il aurait des racines chrétiennes, c'est pas un lieu qui est intéressant parce que il aurait une espèce de mystique qui lui est propre. Non, c'est un lieu qui est intéressant parce que du fait de ses racines, il est le seul qui a à ce point embrassé la logique du progrès technologique. Et en même temps, on a aussi ce côté Saruman chez lui, si j'ose dire. Ce progrès technologique-là ne peut être dominé que par un peuple particulièrement violent et particulièrement brutal. Et c'est ça qui le fascine dans le monde occidental. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de conjonction, selon lui, entre une inventivité technologique sans bornes et une espèce de force brute, de force titanesque, quoi.
C'est ça qui lui plaît. En tout cas, c'est le fantasme qu'il projette sur sa propre civilisation. C'est cette espèce d'érotisme-là d'une machine technologique qui ne peut être pilotée que par des personnes quasiment amorales et extrêmement brutales. Et l'archéofuturisme, c'est ça, c'est-à-dire ce mélange d'une moralité archaïque, quelque chose de presque sadien, quoi, une sorte de capacité à ne jamais céder sur son désir, et y compris à passer par la force pour l'assouvir, et en même temps une sorte de génie technologique et technophile qui rend possible le maximum de déploiement de l'assouvissement de ce désir-là. Et voilà, il fait des espèces d'analogies entre les trirèmes athéniennes, c'est-à-dire les grands bateaux de guerre athéniens, et les sous-marins nucléaires ou les porte-avions d'aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a selon lui une espèce de constante esthétique et technologique dans la civilisation occidentale. Et j'ai rapproché cette vision du monde, cette vision archéo-futuriste, de l'approche technofasciste, notamment chez Thiel, mais au-delà, chez à peu près, comment dire, tous les intellectuels et tous les milliardaires qui s'inscrivent dans cette même technophilie autoritaire. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. À la fois, cette idée qu'il y a une identité particulière et exceptionnelle de l'Occident, d'une part, que cette identité particulière de l'Occident s'inscrit dans le développement technologique, et enfin, que les meneurs de cette, fuite en avant technologique n'ont pas besoin d'autres titres à gouverner, n'ont pas besoin de la démocratie, n'ont pas besoin de l'assentiment du peuple, mais que cette maîtrise de la technologie, cette force et d'une certaine façon cette amoralité sont déjà des instruments de pouvoir, sont des instruments de domination, sont des instruments de souveraineté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver quasiment dans le texte chez un Nick Bostrom et son délire long-termiste, chez un Yarvin aussi avec toutes ses spéculations monarchiques, mais aussi chez Nick Land. Nick Land, donc, à qui tu consacres des pages assez féroces. Alors, pourquoi cette animosité particulière envers Nick Land, mais pas seulement lui, mais aussi tous ses disciples et admirateurs, admiratrices, parmi lesquels j'ai pu compter, je le confesse. Voilà, Nick Land, il incarne quelque chose qui... Je pense que j'ai plus d'animosité pour Nick Land que pour les autres, simplement parce que je pense que les autres auteurs figures que j'analyse dans le livre, des personnes comme Peter Thiel, par exemple, même si je pense pas avoir été particulièrement tendre avec Peter Thiel, mais j'ai peut-être, été plus analytique, ou même Curtis Yarvin, ou même Elon Musk. Elon Musk est trop ridicule pour être totalement pris au sérieux, peut-être. Mais je pense que c'est le parcours de Nick Land, et surtout, peut-être, comparé aux autres, son lustre culturel. La première conversation de vive voix que j'ai pu avoir sur la personne de Nick Land, c'était à l'époque à la colonie Barré, ce bar qui a tant compté pour toute une génération de jeunes militants décoloniaux, avec son propriétaire qui était l'artiste plasticien franco-algérien Kader Attia. Et Kader Attia me confessait qu'il était alarmé à l'époque par le succès dans le milieu de l'art contemporain de Nick Land. Et il disait, ça s'infiltre, ce discours-là, ce discours qui est un discours, ce discours des Lumières obscures, qui est un discours
finalement de suprématie raciale renouvelée, un discours de réinvention par les biais de la technologie, par les biais de la science-fiction, de fantasmes, de supériorité, de suprématie blanche, que du fait du style particulier de Land, du fait voilà, de sa manière de s'exprimer à la Deleuze, à la bataille, son espèce d'usage mêlé de références à Lovecraft, de références à la science-fiction, de références à Terminator, voilà, d'un langage familier dans le milieu de l'art contemporain, d'un langage familier aux personnes qui travaillent dans le domaine de la philosophie continentale. Tout ça commençait à prendre et commençait à devenir une sorte d'influence nocive dans le milieu de l'art contemporain. Et au même moment, je le voyais venir aussi dans le milieu de la philosophie. Et je crois que c'est pas un hasard si il y a une dizaine d'années, finalement, on a eu cette conversation entre comment dire, un plasticien arabe et un philosophe noir. Et on se disait, mais ce truc est vraiment raciste. Ce truc est vraiment raciste et il est vraiment, vraiment considéré comme extrêmement cool. Et je pense que c'est ça, c'est peut-être une espèce de fidélité à cette conversation qui n'a cessé de me hanter depuis toute cette décennie. Plus le fait que Land, voilà, c'est un prof, il enseignait au Royaume-Uni, moi aussi j'ai enseigné au Royaume-Uni, il y a une espèce d'identification négative qui se fait par là. Mais le fait que j'avais l'impression que il fallait être parmi les personnes qui se sentaient immédiatement méprisées ou immédiatement considérées comme des sous-humains par la prose de Land pour s'en alarmer. Et que il y avait parmi les personnes qui peut-être se considéraient elles-mêmes comme les sujets de l'avenir, une espèce de fascination pour le futur qu'il décrivait. Alors que j'ai l'impression, je vais pas parler pour lui, mais c'est ce que je retiens de la conversation avec Kader, nous-mêmes, on s'était immédiatement identifiés aux déchets de l'histoire. Et on s'est dit, mais cet avenir-là qui fait fantasmer ces artistes, qui fait fantasmer ces philosophes, pour nous, c'est quelque chose d'absolument abominable. Nous, c'est le fascisme contre lequel on lutte, on réfléchit, on produit des œuvres, des interviews, des réflexions, etc. Et donc, c'est pour ça que voilà, cette figure de Land, il m'a semblé nécessaire de lui apporter une thérapie de choc, car de toutes ces figures-là, c'est la seule qui, aux personnes de ce que j'estime être notre camp, c'est-à-dire voilà le camp de la gauche, le camp décolonial, le camp comment dire de tradition radicale, etc. C'est le seul qui, pour une raison que j'ignore, n'apparaît pas immédiatement et fondamentalement comme un ennemi. Alors, je peux apporter un élément d'explication. À mon sens, ça vient de son prestige associé au CCRU. Le fait que cette espèce de creuset de réflexion philosophique, mais aussi de pratique de la fête, a vu naître des artistes et des commentateurs culturels majeurs au Royaume-Uni. Je pense que ça a vraiment trait avec ça, avec cette culture de la rave, de l'occultisme. Je pense que le CCRU a imprimé sa marque de façon assez prégnante. Et moi, c'est vrai que Nick Land, quand j'en ai entendu parler, c'était par ce biais. J'ai bien évidemment, je m'inscris totalement en faux sur son drift fasciste, qui est peut-être pas si récent d'ailleurs, il est peut-être foncièrement fasciste depuis le début, mais voilà, le CCRU, c'est aussi Mark Fisher, c'est aussi toute cette tradition, et je pense que ça vient en partie de là, cette fascination, mais tout à fait d'accord avec toi sur le fait... Je pense que c'est vrai, mais je veux dire, même au-delà de Land, c'est quelque chose qui, malheureusement, et là c'est peut-être un petit peu trivial, mais je pense que c'est intéressant de le noter malgré tout. Voilà, tu as parlé du CCRU, le Cybernetic Culture Research Unit. Voilà. C'est une espèce de groupement d'études multiculturelles, multiraciales. Il y avait des féministes comme Sadie Plant, il y avait des théoriciens du radicalisme noir comme Kojo Eshun, aussi, artistes contemporains et intellectuels de l'afrofuturisme. Cette espèce d'environnement a fait que il y avait
une caution prolo Mark Fisher, il y avait une caution noire Kojo Eshun, il y avait une caution féministe Sadie Plant, Oui. et Nick Land a pu pendant longtemps d'une certaine façon s'abriter derrière cette espèce de mur d'intellectuels de gauche pour qu'on lui trouve des excuses sans cesse à son fascisme. Mais je pense que voilà, c'est ce qu'on sait tous dans les organisations ou dans les groupes, dans les actions collectives. Malheureusement, certaines accointances font que on va protéger, ça permet de protéger un individu à se trouver des excuses ou à lui trouver des excuses, ou à nous-mêmes nous trouver des excuses pour continuer à comment dire, à les porter au nu. Et voilà, je pense que Land a bénéficié de cela. Alors, je sais pas si c'est une stratégie ou si c'est simplement le fait d'un parcours, le fait d'une histoire aussi, et que ça reflète l'histoire de la Grande-Bretagne sous Thatcher, une histoire néolibérale que je raconte très brièvement dans le livre, mais ça fait partie du contexte qui m'importait de rappeler. Mais voilà, je pense que c'est important de ne pas simplement comment dire, nous laisser abuser par ces bonnes fréquentations, car comme chacun sait, Judas lui-même était très bien entouré. Alors maintenant, j'aimerais qu'on bascule un petit peu sur l'inévitable partie consacrée au que faire, qui porte très bien son nom en l'espèce. Je vais citer quand même une phrase que j'ai beaucoup aimée. Donc tu écris en conclusion: combattre le technofascisme avec les seules armes de la démocratie libérale revient à combattre une flotte de sous-marins nucléaires avec des pistolets à eau. Est-ce que tu peux dresser ce constat et du coup commencer un début d'élaboration sur ce que toi tu préconises? Oui, je fais ce constat tout simplement parce que, et je crois que c'est un constat que tu partages, beaucoup des discussions sur le technofascisme, sur la menace que représente-t-il, sur le caractère vénéneux de la doctrine politique de Curtis Yarvin, c'est-à-dire de la néoréaction, tout cela, y compris dans la bouche du président Macron l'année dernière, se prévaut de l'Europe. Et c'était ça, comment dire, ma première, mon premier motif de mécontentement, si j'ose dire. Énormément des discours qui entourent la critique du technofascisme, qu'on accepte de l'appeler technofascisme ou non, par exemple dans les publications du Grand Continent, par exemple dans le dernier ouvrage d'Asma Mala, ou donc chez le président français lui-même, sont des critiques qui selon moi, s'appuient sur une espèce d'anti-américanisme pour dire regardez, nous on est différents, c'est l'Europe. Mais enfin, qu'est-ce que l'Amérique, sinon, comme le disait Frantz Fanon dans La conclusion des données de la Terre, sinon la tentative d'une deuxième Europe? Tous les mots caractéristiques du technofascisme ont leur source en Europe. Lesquels? Eh bien, par exemple, on parlait tout à l'heure de fascisme sous forme entreprise, c'est comme ça que je définis lapidairement le technofascisme. Eh bien, il est rendu possible par le laisser-faire libéral, qui a ses sources en Europe, dans les Lumières écossaises et dans l'économie politique française. C'est le fait que les grandes entreprises, aujourd'hui les multinationales, sont à l'abri des interventions du politique par le laisser-faire. Toute la logique raciste et toute cette espèce d'étrange alliance entre le progressisme et l'idée d'une hiérarchie des races, c'est une accélération des Lumières et non pas des anti-Lumières. Très précisément, le technofascisme, c'est une modalité de l'extrême droite, si on veut, en tout cas une modalité du racisme technophile qui n'est pas véritablement des anti-Lumières au sens où elle n'est pas intégralement réactionnaire. Elle reprend quelque chose qui participait déjà des Lumières, c'est-à-dire l'idée d'une histoire à plusieurs vitesses. L'Europe, cela va de soi, peut universaliser son message,
encore pas chez tous les philosophes des Lumières. Ils prétendent universaliser, mais il y a toujours des exceptions, et la plupart du temps, ces exceptions me ressemblent. Ce sont des exceptions africaines, des exceptions noires et des exceptions, indigènes. Ils, radicalise dans les lumières obscures, ce qu'on appelle parfois les lumières obscures, cette idée-là, en disant que il y a des groupes humains qui sont absolument inaptes à tout progrès, mais ce ne sont pas des idées qui sont absolument opposées à celles de l'Europe. Ce sont des idées qui participent de l'histoire politique et intellectuelle de ce continent, et spécifiquement, y compris de certaines des idées qui fondent l'Union européenne. Donc toi, tu appelles à remettre en question le grand récit que l'Occident européen notamment se donne de lui-même, en remettant en question le paradigme même des Lumières. Est-ce que tu peux expliciter un peu ça ? Oui, je fais appel à la tradition radicale noire, c'est-à-dire à une perspective sur l'être humain qui, contrairement aux lumières obscures, comme aux lumières historiques, ce que j'appelle avec un brin de malice les lumières blanches, par contraste, mais aussi pour rappeler, leur origine géographico-ethnique et raciale, n'est-ce pas ? Ce que j'appelle les lumières blanches, qui sont une vision de l'humain accompli. Pour les lumières, l'être humain est un être fini, qu'on peut évidemment perfectionner, qui est doté d'une certaine perfection, mais à laquelle chacun peut aspirer. De même pour les lumières obscures, simplement par le biais du transhumanisme, par le biais de certains usages de l'intelligence artificielle, par le biais de la biotechnologie, bref, par le biais d'un tas de trucs, il s'agit de dépasser l'être humain. Il y a une interview très célèbre l'année dernière de Nick Land, qui hésite, pas de Nick Land, excusez-moi, de Peter Thiel, qui hésite considérablement quant à savoir si l'être humain est suffisant, ou s'il doit subsister, ou s'il vaudrait pas aller au-delà, et il insiste sur le fait qu'il faut aller au-delà. Être humain, c'est pas suffisant. La tradition radicale noire est intéressante parce que elle n'a jamais pris l'être humain pour acquis. Depuis les premiers auteurs abolitionnistes noirs, la question de savoir si eux-mêmes sont des êtres humains les hante. Dans cette tradition intellectuelle-là, l'humanité n'est pas un donné, c'est une pratique, c'est quelque chose qu'on fait. Il est, peut-être pas encore accompli, peut-être pas fait. Tu peux nous citer des noms d'auteurs en question ? Tu mobilises les travaux de qui ? Une autrice très importante pour moi, qui malheureusement est j'allais dire très peu traduite. Je suis même pas sûr qu'il y ait un seul texte traduit en français. Mais c'est une théoricienne, une philosophe jamaïcaine qui a fait sa carrière aux États-Unis. Et notamment, c'est assez amusant parce que c'est une entreprise. J'ai même pas pensé. Mais elle a fait toute sa carrière à Stanford, c'est-à-dire l'alma mater de Thiel. L'alma mater de Thiel, le cœur battant de la Silicon Valley. Sylvia Wynter, qui est une intellectuelle d'origine jamaïcaine et qui a beaucoup développé cette idée d'un être humain processuel, cette idée selon laquelle l'humanité n'est pas donnée, mais que c'est une forme de praxis, et que les Lumières, mais avant cela la Renaissance, bref, la modernité européenne, a créé une sorte de standard d'humanité qu'elle appelle l'homme avec un grand H, pour bien souligner que c'est un sexe, c'est un genre, c'est une race, c'est un être adulte, etc. Bref, c'est une espèce de quintessence de l'humanité, celle qu'incarne Thiel, celle qu'incarnent ces individus de la Silicon Valley, mais aussi une tentative d'aller encore au-delà, une tentative de perfectionnement, mais sur cette base et exclusivement sur cette base. Et tout ce qui s'écarte de cette espèce de paradigme n'est déjà plus véritablement de l'ordre de l'humanité. L'homme, c'est la quintessence, c'est le paradigme, et c'est très souvent à partir de ce paradigme-là, ou de cette espèce de quintessence, que s'écrit la science-fiction. En tout cas, la science-fiction que lisent des gens comme Land ou des gens comme Thiel. Et il serait possible d'envisager autre chose. Toute cette prolifération de textes qu'on appelle l'afrofuturisme part
de l'hypothèse inverse, part de l'hypothèse que l'humain, ce n'est pas cette sorte de figure mythifiée, mais que c'est un sol meuble, que c'est quelque chose qui est mal assuré, que c'est quelque chose qui est rempli de paradoxes. Et je pense qu'à partir de là, à partir de cette instabilité de l'être humain, qui est au cœur, en plus, des paniques morales aujourd'hui, autour des trans, autour des personnes noires, autour de la xénophobie, des paniques morales de la droite états-unienne, eh bien, on peut repenser le futur de manière un petit peu différente. Et ça nous force à critiquer à la fois le paradigme des Lumières, où l'humanité est stable, et le paradigme des Lumières obscures ou du technofascisme, où l'humain n'est qu'une sorte de marchepied vers une espèce de surhumain qui serait une espèce de créature supraraciale ou super-raciale pour un racisme sous stéroïde, quoi. Alors, dernière question, toujours dans cette idée de ne pas combattre le sous-marin nucléaire avec un pistolet à eau, tu proposes de réinvestir la tradition léniniste pour combattre le technofascisme. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, et c'est un raisonnement extrêmement simple en réalité, qui est que, étant donné que nous sommes face à un fascisme sous forme entreprise, c'est-à-dire des entreprises qui se donnent les moyens de remodeler les gouvernements, les États de l'intérieur, qui sont investis d'une certaine mission, d'une mission transformatrice de la société, dans le sens du fascisme. Eh bien, il est indispensable d'attaquer ces entreprises de l'intérieur, puisque leur paradigme de gouvernement, le nouveau paradigme du gouvernement n'est plus le chef d'État, ce n'est plus le duce, ce n'est plus le Führer, mais c'est le CEO. Afin de combattre le technofascisme, il est indispensable de s'attaquer au pouvoir des CEO. C'est-à-dire qu'il est indispensable de remettre entre les mains des travailleurs qui travaillent dans ces entreprises les rênes de leur direction. Il est indispensable de rompre le pouvoir souverain qu'exercent les chefs d'entreprise sur les entreprises. Ça doit devenir les premiers lieux de décision démocratique. Dans le monde actuel, les entreprises, c'est un lieu de pouvoir et un lieu de décision démocratique, à mon avis, beaucoup plus important que les lieux que nous investissons démocratiquement aujourd'hui. Socialiser Palantir ou détruire Palantir ? Eh bien, je pense qu'il faut commencer par le socialiser pour pouvoir le détruire. À mon avis, c'est toujours de cette manière que ça marche. On ne peut pas détruire des institutions à partir de leur tête. Il faut pouvoir le faire avec des moyens de décision. Pour utiliser un exemple, issu de l'histoire des révolutions, ce sont les esclaves eux-mêmes, lors des émeutes devenues révolution à Saint-Domingue, la future Haïti, ce sont les esclaves eux-mêmes qui ont brûlé les champs de canne qui leur causaient tant de tort. Donc, c'est une forme de socialisation des moyens de production qui s'est immédiatement traduite par leur destruction. Et donc, pour moi, c'est une seule et même chose. Mais il y a d'autres entreprises qui pourraient plus profitablement, être mises au service de la collectivité. Écouter de la musique, pas quelque chose de fondamentalement fasciste pour des entreprises comme Spotify, comme Deezer, etc. Bon, on peut imaginer de bien meilleures gestions, de bien meilleures répartitions des bénéfices de telles entreprises. Elles ne sont pas toutes intrinsèquement, je dirais, dans leur design même, nocifs à la démocratie et nocifs aux travailleurs. Mais évidemment, certaines le sont. Et donc, je pense que c'est absolument fondamental de ne pas se limiter à des solutions telles que des réglementations au niveau européen, etc. Les réglementations sont déjà détournées, et je ne pense pas que c'est avec des institutions aussi bureaucratiques, aussi peu démocratiques que l'Union européenne, qu'on va combattre des entreprises elles-mêmes extrêmement peu démocratiques, mais beaucoup plus agiles, comme des multinationales. À mon avis, c'est une espèce d'illusion dans laquelle, malheureusement, des personnes qui sont extrêmement vigilantes
à l'égard du technofascisme, des illusions dans lesquelles elles se fourvoient, car elles ne sont guère très vigilantes à l'égard des institutions dans lesquelles elles évoluent ou qu'elles admirent. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Norman. Merci. Je rappelle le titre de ton ouvrage, Technofascisme, le nouveau visage de la suprématie blanche, aux éditions Météor, et la date de parution, c'est le 20 février 2026. Merci. À bientôt.